Bonjour, Laurence. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Pour toi, cette phrase, je te parle de quoi? Le bonheur est le seul qui a vaincu sa peur de vivre. Mmh. C'est sur mon site ça, c'est sur mon site internet effectivement. Je pense qu'il y a 2 choses bien distinctes. Il y a le bonheur, et la joie. Alors le bonheur, c'est temporaire, hein, c'est un état, c'est pas un état figé dans la glace. C'est-à-dire que tous, on a des hauts et des bas et le bonheur va souvent dépendre des conditions extérieures. Mmh. J'ai telle relation avec quelqu'un, je dois faire face à quelqu'un avec lequel j'ai vraiment du mal, ça va être une source de souffrance, mais tout à coup, je vais rencontrer une amie qui va m'annoncer une bonne nouvelle et je vais me sentir mieux. Voilà, le bonheur va dépendre de toutes ces conditions familiales, des expériences de la vie. Et puis, il y a la joie. Et la joie profonde, c'est celle qui ne dépend pas des conditions extérieures. Mais qui va vraiment être le fruit d'un travail qu'on va faire en soi-même, qui va demander beaucoup de courage, hein, une révolution en fait. Parce que la joie va être très, fortement liée à toutes les valeurs du cœur, issues de toutes les expériences qu'on va faire. Alors la joie, hem, c'est pas d'éradiquer la souffrance. L'expérience humaine, on le sait tous et toutes, elle est cruelle. On a tous et toutes des souffrances. On a parfois l'impression que notre vie est emplie de plus de souffrances que d'autres, mais en réalité, on a tous affaire et toutes à la maladie, à la séparation, devoir côtoyer des gens, qui nous font souffrir. On a affaire à la mort, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas intrinsèquement pourquoi est-ce qu'on est ici. Qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que finalement, il y a que on occulte l'angoisse existentielle fondamentale, de cette impuissance. Personne n'est, à part les morts cliniques et des témoignages bien sûr, mais véritablement, on n'a aucune certitude et donc tout cela, eh bien, on fait sans ou on fait avec. La joie, à mon sens, ce n'est pas un état qui dépend de conditions extérieures. C'est la conviction profonde que nous avons le potentiel illimité de pouvoir transformer ces souffrances qu'on va pas éliminer en victoire. Alors c'est quoi la victoire? C'est travailler à notre paix intérieure. Alors ça pourrait paraître égoïste de se dire: «Oh mais moi je travaille à ma paix intérieure et puis le reste finalement». Alors c'est pas du tout égoïste parce que on ne transmet pas du bon, à mon humble avis, en essayant de convaincre quelqu'un. On transmet du bon et de la joie en incarnant soi-même cette joie. C'est là où on peut inspirer finalement. On n'a pas le contrôle. On voudrait peut-être, enfin en tout cas, moi quand j'étais petite, je disais souvent: «Je pourrais jamais être heureuse s'il y a encore un être humain qui est malheureux sur la terre». Ça c'était je voulais être psy très, très tôt et puis, avec un parcours, d'existence, qui a été, jonché de multi-traumas, je me suis rendu compte que c'était une illusion, que je pouvais pas sauver, les autres. On peut même pas prétendre, aider les autres. Même dans mes consultations finalement, je ne sais jamais ce qui aide ou pas. J'ai mon approche, j'ai mon cadre, mais voilà. En travaillant à la paix intérieure, c'est-à-dire, en déconstruisant des conditionnements qui ont pu faire souffrance, en transformant la culpabilité en responsabilité, en reconnaissant aussi nos blessures, nos souffrances et en prenant soin, sans jugement, avec une compassion infinie pour nous-mêmes, c'est-à-dire se reconnaître comme victime, ça nous permet de ne pas vivre comme une victime pour le reste de nos jours. Et c'est là où moi j'y trouve ma joie profonde. C'est cette foi dans le fait que je peux travailler à transformer les souffrances en quelque chose de, de plus lumineux, découvrir mon courage, découvrir ma compassion. Et alors à quoi ça sert par rapport aux autres? Mais c'est que au plus on va travailler à cette compassion envers soi,
cette douceur infinie, alors on va être un peu plus à même de le donner à l'autre. C'est-à-dire hem, si déjà soi-même on arrive parce que c'est très, très dur de pas se juger soi. On est très enclin à la culpabilité quand on est en bonne santé mentale, en fait. Quand on n'a pas accès à la culpabilité, il y a un petit problème. Mais c'est dur aussi de vivre une existence où on se demande toujours: «Mais est-ce que c'est moi? Est-ce que, c'est peut-être moi qui exagère et qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas fait assez ou j'ai fait trop ou là je vacille parce que c'est peut-être moi, je suis fou, ou je suis folle». Enfin bon, on se pose ces questions, on marche sur un fil parfois. Faire ce chemin en se disant, hem: «Ce qui est réel, c'est ce que je ressens. Je suis triste, ça c'est réel. Je peux pas remettre ça en cause. Et comment est-ce que je peux accueillir ça? Sans avoir un diktat du bonheur. Enfin, qu'est-ce que c'est un diktat du bonheur? C'est se construire, une fausse identité, un faux self pour dire: «Ah, je vais bien, super, on y va, go, 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 on fait des trucs, on» mais non, non. Les émotions, elles sont là. La souffrance, elle est là. Cessons d'essayer de l'éradiquer. Mais voyons ce qu'elles ont à nous dire de ce qui n'est pas encore résolu en nous, de ce qui n'est pas encore guéri, de ce qui n'est pas encore bercé avec douceur. J'éprouve beaucoup de joie, à partager. Voilà, j'éprouve beaucoup de joie dans le lien, que ce soit le lien à moi-même quand j'ai mes moments de solitude, j'aime beaucoup mes moments de solitude et j'adore vraiment, ça me rend en joie d'écouter, l'histoire singulière de la personne que j'ai en face de moi, enfin, de rencontrer à chaque fois, l'unicité de chacun et même quand ce sont, des auditeurs qui témoignent, j'essaye de répondre à tous les auditeurs parce que chaque fois, c'est pas un écrit sur un écran, c'est chaque fois, j'ai une conscience pleine que c'est une personne qui vient dire quelque chose et bah, dans mes vidéos, je pensais transmettre des choses. Alors c'est possible que je transmette des choses, mais je découvre surtout que les auditeurs transmettent à eux-mêmes, entre eux, à chaque fois qu'ils écrivent quelque chose et certainement à moi aussi parce que ça me permet aussi, autrement que dans mon cabinet avec mes patients, d'être en lien et à mon humble avis, je crois qu'on peut éprouver beaucoup de joie dans le lien, dans ce sacré, en fait. Dont on nous a peut-être un peu déconnectés, dans cette culture, de l'avoir. Il y a beaucoup de bien, de bonnes choses dans cette évolution de conscience, mais on reste encore dans la culture de la compétition, hein, on le voit encore dans les écoles traditionnelles et dans la culture de l'avoir. Or, on n'emporte pas tout ça quand on meurt, pas du tout. Moi, si je suis sans abri demain, mon père a failli être sans abri, donc c'est une question qui m'est souvent venue, hein. Je suis très, très proche de l'idée de la mort. J'ai une pleine conscience que je vais mourir un jour et en fait, c'est un cadeau parce que chaque fois, je me dis: «Mais qu'est-ce que je peux incarner comme valeur, moi? Comment je peux habiter tout ça pour que je puisse emporter ça partout et même au-delà?» Voilà. Donc si un jour je suis dans la rue, ben, je crois que j'écouterai encore les gens. Je mettrai une pancarte avec, «Je vous écoute pour un bout de pain», je sais pas, parce que là, c'est voilà, moi, c'est la joie, je l'éprouve dans le lien, dans la présence. Voilà, c'est toute la gratitude, que j'éprouve. Pensez-vous qu'il soit possible d'être heureux sans avoir traversé une peur profonde de vivre? J'entends souvent la peur de la mort, mais est-ce qu'on peut vraiment avoir peur de la mort alors qu'on ne connaît pas la mort? Est-ce que vous avez peur de Schlebede? Est-ce que vous avez peur de Schlebede ou pas? Non, parce que vous connaissez pas Schlebede. Moi non plus. On a peur de non pas de la mort, mais de ce que la mort évoque en nous, qu'on connaît. La mort, ça évoque peut-être la solitude, profonde, la séparation. On dit: «Oui, mais si, moi j'ai peur de la mort parce que j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de ce que je ne connais pas». Non, 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 en fait, on ne peut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. On a peur de ce que le concept de mort vient réévoquer comme blessure qu'on a déjà connue. La peur de la solitude, on peut l'avoir connue. La peur d'être dans un endroit qu'on connaît pas, seul, abandonné,
c'est que l'abandon, on l'a déjà connu. Ou d'être dans un endroit qu'on ne connaît pas, on a déjà connu. Vous voyez? À mon sens, on ne peut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est bien souvent la peur de, non pas de vivre, mais de revivre une blessure, un trauma qu'on a déjà vécu. J'ai des patients qui parfois me disent je suis épuisée parce que je survis, j'ai peur de m'effondrer. Ils ont peur de s'effondrer. Et à un moment donné, il m'arrive de dire mais vous vous êtes déjà effondré. Ça a déjà eu lieu. C'est OK. Ça a déjà eu lieu. Vous avez peur de revivre ce qui a déjà eu lieu. Mais lorsque vous étiez petit, démuni, totalement dépendant de votre milieu familial, et maintenant, vous n'êtes plus enfant, il n'y a pas que l'enfant intérieur, il y a l'adulte qui va pouvoir être en alliance avec cet enfant intérieur. Donc, traversons, traversons ensemble ce qui a déjà été vécu et mettons des mots pour, grâce au langage, symboliser cela, de manière à créer une connexion en vous et qui est des liens, j'en parlais des liens en vous, une alliance qui fait que alors on se sent moins seul. Le langage, c'est magnifique. Alors on peut aussi être muet, ne pas avoir ce langage du mot, mais il y a un autre type de langage. Les signes, un regard, l'expression artistique, mais en tout cas la traduction de ces blessures. Mais donc, à mon sens, on a peur de revivre ce qu'on a déjà traversé. Et ça, c'est important de le savoir, parce que ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose en nous, que nous, les psychanalystes, on appelle l'inconscient, et qui veille, qui est extrêmement intelligent, et qui veille à notre survie psychique. Vous n'êtes pas mort, vous avez survécu à ça. C'est ça qui est intéressant aussi là-dedans. Si vous vous êtes effondré et que vous êtes toujours là, comment cela pourrait être pire? Alors oui, si, il pourrait y avoir une autre tragédie qui arrive, bien sûr, hein. Mais ça vient quand même signifier tout votre courage et aussi qu'il y a quelque chose en vous qu'on ne voit pas, que je ne peux pas vous prouver scientifiquement, mais enfin, qu'on appelle l'inconscient et qui a veillé à votre protection le mieux du monde. Même quand on voit des maladies paranoïaques, même quand on voit la psychose, la perversion. La perversion, c'est extrêmement violent hein, pour les gens qui ont affaire à des personnes qui ont des défenses perverses. Moi, j'aime pas parler de personnes perverses. Parce que ça reste un être humain, ça reste une personne. Je trouve que c'est très très important aussi de respecter cette dignité-là, parce que nous sommes tous et toutes l'univers. Hein. Mais il y a des appareils psychiques qui ont été tellement traumatisés, qui ont dû tellement souffrir et survivre, que l'inconscient a mis en place des épines, des cactus, des ronces qu'on appelle des défenses perverses, où ces personnes vont retourner la situation de manière à ce que ce soit jamais elles qui se remettent en cause, hein, qui n'ont pas accès à la remise en question. Euh, mais même ces personnes-là, même dans les défenses perverses, c'est encore une preuve que l'inconscient a mis en place, sans même qu'eux l'aient décidé, hein, c'est pas volontaire, toute une architecture, toute une façade, si vous voulez, pour que l'intérieur de leur maison soit sauvegardé. Alors, on peut appeler ça l'inconscient, on peut appeler ça Dieu, on peut appeler ça le sacré. Ce que je veux dire, c'est que il y a le mystère de la vie dans toute sa puissance, dans tout son potentiel. Et ma foi à moi, c'est que chaque être vivant a une force de vie hein, qui est phénoménale. Et c'est là-dessus qu'on peut compter. Et les épreuves de souffrance, vraiment, où on se trouve plongé dans des néants innommables, hein, d'angoisse profonde.
Chaque grand mal peut être suivi d'un grand bien, parce que c'est dans ces souffrances-là qu'on peut découvrir notre courage illimité et notre compassion aussi. Voilà. Et donc la joie profonde est très différente du bonheur temporaire, parce que c'est dans cette joie profonde qu'on peut être vraiment en contact avec notre courage et relever des défis. Et alors on est content parce que on est plus libre de faire des choix qui sont bons pour nous. On se laisse moins, si vous voulez, on est moins esclave de choix par la peur, parce qu'on a peur. Parfois, on reste dans des relations toxiques aussi et on se fait croire dans nos récits que c'est par amour. Mais parfois, c'est parce qu'on a peur d'être abandonné, c'est parce qu'on a peur d'être mauvais, parce qu'on a peur d'avoir affaire à notre culpabilité. Alors, on reste, on essaye de suranalyser l'autre. Comment est-ce que je peux m'adapter? Comment est-ce que... Parce qu'on a peur d'être abandonné. Mais c'est ça la joie profonde aussi, c'est de se dire à un moment donné, mais qu'est-ce qui dans mon cœur, pas dans la tête, qu'est-ce qui dans mon cœur est ressenti? Qu'est-ce que je vis comme limite? Et comment est-ce que je peux faire un choix qui soit au nom de ces valeurs-là? J'aime bien demander, mais au nom de quoi est-ce qu'on va rester dans une situation? Au nom de la peur ou au nom du respect de vous-même? Mais ici, je vais laisser parler de ton identité et de par rapport à ton métier. Je laisse donc Sylvia prendre la parole. Avant d'être psychanalyste, qui est Laurent Audouard? Ah, je ne sais pas. Et avec l'âge, je sais de moins en moins qui je suis parce que je crois qu'on peut pas se définir, hein. Vous voyez, je veux dire, on peut pas, se réduire à qui je suis. D'ailleurs, c'est étonnant parce que je vais répondre quand même à la question, après, mais c'est étonnant parce que souvent on entend des gens dire, «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» C'est une question commune ça, «Qu'est-ce que tu fais?» Et on répond toujours par la profession. C'est étonnant ça finalement. Comme si, «Qu'est-ce que tu fais?» Alors moi j'ai une amie un jour qui a répondu, mon amie Claire, qui a répondu cette, réponse magnifique. Elle a dit: «Ah mais moi je vis». Je trouvais ça fantastique qu'elle réponde: «Je vis». «Qu'est-ce que tu fais?» «Beh, je vis». Bon, mais qui est Laurence Audoir? Bah, je suis, je suis, avec mes émotions, avec un parcours, qui est le mien, avec, ma profession que j'adore, avec, mes enfants, avec l'écriture, hein, parce que ma deuxième profession, à part mon cabinet de psy, c'est l'écriture qui me tient vraiment à cœur. Mon roman est en cours de publication, donc voilà. Votre histoire personnelle a-t-elle influencé votre manière d'écouter et d'accompagner les autres? Ah certainement. Je crois que de toute façon, toutes les histoires personnelles nous influencent dans notre manière d'être, mais c'est vrai que, comme je disais, tout grand mal, est suivi d'un grand bien, et vice versa, hein, finalement, les choses s'imbriquent. Moi, j'ai eu un parcours familial qui n'a pas été de tout repos du tout. J'ai été fort dans enfin, j'ai déployé en tout cas toute mon beaucoup d'énergie, en tant qu'enfant à essayer de comprendre, d'analyser la détresse, de mes parents et d'être aussi dans un rôle que j'aurais pas dû prendre, du coup, j'ai, disons affiné mon écoute, mon observation, mon empathie, ma sensibilité. D'abord pour tenter de survivre moi-même dans un milieu que je ne sentais pas suffisamment sécurisant et qui était, malheureusement, très, très angoissant, des 2 côtés, hein, du côté de ma mère et du côté de mon père, mais ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de milieux très, très, très différents. Autant un milieu, très bourgeois, très élitiste, au niveau intellectuel et voilà, moi je suis très reconnaissante d'avoir découvert depuis toute petite des milieux très, très différents. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, c'est que la bêtise, n'a pas le le monopole d'un milieu, non, la bêtise est partout, l'ignorance aussi et alors, la richesse du cœur aussi. Ah vraiment, je veux dire, le je pense vraiment que tout le mal est issu de l'ignorance, mais l'ignorance, elle est partout, hein. Elle est dans tous les milieux, hein. La protection aussi. Alors, hem,
forcément, mon histoire familiale et puis d'autres tragédies qui sont arrivées par la suite. J'ai eu un parcours de vie où j'ai fait beaucoup seule. J'ai eu la chance d'avoir sur mon parcours de vie aussi des magnifiques amis qui ont été une famille d'âmes. Mais j'ai eu 2 piliers qui m'ont vraiment aidée à devenir moi, à me réaliser, c'est-à-dire pas à me définir, mais à exister, c'est-à-dire, vraiment incarner, ma singularité. Parce que je pense qu'on est tous singuliers, hein. On est unis dans le cœur, mais on est séparés de corps et de karma, hein, si je puis dire. Et donc ces 2 piliers, ça a été, donc j'ai fait mes études, j'ai fait une licence en psychologie clinique, hein, donc j'ai terminé mon parcours là, puis j'ai commencé directement à travailler en cabinet privé. Et puis j'ai fait une formation en phénoménologie, j'ai fait une formation en psychanalyse et j'ai fait moi-même une psychanalyse qui a duré, un peu plus de 8 ans. J'allais 4 fois par semaine, donc c'était très intense et ça a été un pilier, phénoménal pour moi parce que sur ce divan, 4 fois par semaine, hein, c'était très, régressif, hein. Ça a été, très, très, très éprouvant, vraiment, parce que ça m'a permis de m'effondrer à nouveau, de retraverser des couches et des couches, infantiles qui étaient véritablement, traumatisées, mais qui étaient aussi très, très confondues, à ma mère. Parce que moi j'ai été dans une relation très ambiguë et très fusionnelle avec ma mère et j'étais amenée à me déconstruire pour pouvoir vraiment, me définir, non, mais me découvrir et mettre des mots sur ce que j'avais vécu, plutôt que de vivre toutes mes pensées. Parce que moi, je m'étais, réfugiée dans le monde de l'intellect. Ça a été mon mécanisme de défense principal, c'était de beaucoup intellectualiser les choses et donc je devais redescendre, plutôt pour cette fois nommer ce que je vivais. Donc la psychanalyse et merci au docteur, Perron, qui était ma psychanalyste et psychiatre, parce que ça a été un chemin magnifique, éprouvant, mais magnifique parce que, voilà, ça m'a permis vraiment d'exister et d'être présente à moi-même pour pouvoir être présente encore mieux et aimer mieux aussi, l'autre. Le deuxième pilier, ça c'est ma pratique bouddhiste. Donc moi je suis une pratiquante, du bouddhisme de Nichiren. Je ne vais pas en parler ici parce qu'il y a des écrits qui en parlent bien mieux que moi, mais je le partage quand même parce que c'est un pilier fondamental dans ma vie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches spirituelles. J'étais quelqu'un de très, très curieux quand j'étais depuis toute petite, en fait. Et donc, je suis pas psy parce que j'ai eu un parcours, familial difficile. Pas que ça, parce qu'on a tous des parcours aussi qui sont difficiles. On n'est pas tous psy, hein, non plus, heureusement, hein, parce que, déjà qu'on est beaucoup. Il faut de toutes sortes, dans la vie comme profession, mais, heu, j'ai toujours été très curieuse, par rapport à des questions d'existence et donc le chemin spirituel a aussi été, un chemin qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Donc, il y a eu beaucoup de choses, hein. Je me suis intéressée à l'islam, je me suis intéressée à la kabbale, à plein de choses et puis là, depuis 8 ans, ça a été le bouddhisme de Nichiren qui est venu sur ma route, qui est un bouddhisme très concret, hein, il y a pas de méditation, il y a la récitation d'un mantra, pour que l'on puisse vraiment se connecter c'est difficile d'en parler moi parce que je ne suis pas experte non plus, je préfère vraiment, laisser ça aux livres qui ont été écrits sur le sujet. Mais en tout cas, ça m'a permis de trouver toujours le courage pour affronter les tragédies, dont une tragédie, la plus importante, qui est arrivée dans ma vie il y a 4 ans. Enfin, quand ça touche vos enfants, en tout cas, c'est, je crois, le pire, qui peut arriver à une maman. Et ouais, sans cette pratique bouddhiste et tout ce chemin avant, j'aurais été, ça aurait été, bien plus terrible encore. Parce on va affronter des choses, on va affronter des réactions, de déni, on va affronter des choses très, très dures. Donc on va travailler à ce que ici, ce soit un foyer où
Mais alors travailler à notre joie dans la maison, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire, on va mettre des guirlandes et on va faire, youhou, ça va aller, on va mettre la musique, c'est pas ça. C'est vraiment je me suis mise à pratiquer ce mantra pour me connecter à mon cœur et quand je pratiquais ce mantra, mais aussi, avec beaucoup de discussions avec mes amis bouddhistes, et puis d'autres amis qui ne sont pas bouddhistes, mais qui sont des amis de bien, hem, parce que c'est ça, nous sommes vraiment des êtres de lien. Hem, et bien, j'ai pu trouver véritablement une vraie victoire d'être, en paix en moi-même. C'est-à-dire, la colère, à un moment donné, elle est importante pour, d'abord parce que c'est une émotion, elle est là, elle est là. Super film d'ailleurs, entre parenthèses, Vice versa, d'il y a un petit temps, super chef-d'œuvre, je trouve, pour parler des émotions, à tout âge d'ailleurs, adulte comme enfant. Mais la colère, elle est là, c'est une émotion, on va pas cracher dessus. Elle est importante, elle permet de s'indigner, elle permet de se battre, elle permet de protéger. Elle permet de protéger nos enfants, elle permet de protéger soi-même aussi. Très importante la colère. Mais à un moment donné, quand elle reste, ça se transforme en poison. C'est-à-dire à un moment donné, si vous restez collé à la colère, parce qu'il y a des choses terribles qui arrivent. Moi, je suis très touchée par, ce qui arrive aux enfants en particulier. Hein, dont les abus sexuels, hein, l'inceste, 3 enfants en moyenne par classe. C'est énorme. C'est pas avec, la justice pénale qu'on va arriver à révolutionner les choses. Pas à cause de la justice nécessairement, non. Parce que la justice, elle essaie de faire au mieux qu'elle peut son boulot, mais parce qu'il croule de dossiers aussi, hein. Et bien sûr, parfois, il y a des véritables reconnaissances des victimes et c'est très bien. Tout le monde fait ce qu'il peut. Mais il y a pas que ça, il y a c'est un phénomène de société, général. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des mères, des grands-mères, des tantes, des grands-pères, toutes les familles qui sont dans le déni, et qu'on reste tabou dans ces sujets-là, on va pas faire avancer les choses. C'est en parlant, c'est à nouveau dans le lien qu'on élève les consciences et je pense que le monde va pas nécessairement plus mal qu'avant. La cruauté a toujours fait partie de la vie, quoi. Toujours. Et quand j'ai des moments comme ça où je me dis: «Ouf, c'est pas possible», avec tout ce qui se passe, au Soudan, au Congo, en Palestine, en Iran et cetera, je dis: «Waouh!» Parce que moi aussi, j'ai des moments évidemment, je suis humaine, hein, de désespérance et là, il faut rechoisir, de regarder à nouveau quelle révolution humaine je peux faire. Si moi, je choisis de sombrer dans le désespoir, alors je ne vais plus incarner ce message de joie et de paix. Donc comment est-ce que moi, je peux faire pour travailler à nouveau à l'espoir, au sacré? C'est ça qu'on nous enlève aussi, hein. Comment je peux faire? Et donc le poison, la colère, si on reste là-dedans, mais on reste collé aussi à ce qui nous fait mal. Donc à un moment donné, il faut transformer le poison de la colère, quand ça devient du poison, en quelque chose qui nous permet de se relever. Et comme le disait mon maître bouddhiste, qui n'abandonne pas n'est pas vaincu. Merci. Y a-t-il une partie de vous que vos patients ne verront jamais et qui vous semble nécessaire de préserver? Alors, ce qu'ils n'entendront jamais ou rarissimement, c'est ma vie personnelle. Euh, bon, certainement parce qu'il y a un cadre analytique qui vise à me protéger et aussi à protéger le patient. Parce que si je me mets à parler de ma vie personnelle au patient pour parler de ma vie personnelle, ben, je ne le protège pas. Je viens l'intruser avec des trucs de moi, alors que le patient, il a besoin de prendre de la place pour lui. Donc, je vais pas venir avec des contenus psychiques de moi, ça viendrait, faire, bon. Ça m'arrive de temps en temps de dire des petites choses quand même, qui sont plus personnelles quand et bon, ça m'arrive de me tromper aussi, hein, je suis humaine, mais quand j'ai le sentiment que ça peut effectivement, accompagner à relativiser, quelque chose qu'il dit dans l'ordre de la culpabilité ou voilà. Mais bon, c'est rarissime parce que, hem, le suivi analytique, c'est un dialogue mais qui ne parle que de un.
Et ce un, c'est le patient qui est là pour prendre toute la place. Alors, le métier de psychanalyste, donc par rapport à votre posture, à vos limites, pourquoi avoir choisi la psychanalyse plutôt qu'une autre forme d'accompagnement? Par curiosité intellectuelle, je me sens appelée à être plus curieuse au niveau de la psychanalyse. Et comme je savais très bien, après, donc j'ai fait mes 5 années d'études en psychologie clinique et je savais très bien que j'allais me réorienter plus tard vers la psychanalyse. Et du coup, j'ai testé d'autres approches parce que je savais de toute façon que j'allais venir à la psychanalyse. Et donc, j'avais fait une formation en thérapie cognitivo-comportementale que je trouvais très intéressante pour gérer les symptômes. J'ai fait une formation en hypnose aussi ericksonienne, courte, que j'ai pas continuée, mais que je trouvais très intéressante aussi. J'ai fait une formation en phénoménologie, qui est une approche plus pour étudier l'essence des phénomènes, etc. La philosophie m'intéressait beaucoup. Et puis, je suis revenue à mes premiers amours. Je savais très bien que j'allais y revenir. Euh, la psychanalyse ne s'intéresse pas tellement à gérer le symptôme, c'est pas ça qui est son souci premier. Le souci premier, si elle peut avoir un souci, mais c'est vraiment, à mon sens en tout cas, une approche qui considère toute la complexité de l'être humain et surtout qui respecte fondamentalement le rythme du patient. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller plus vite que la musique. Le patient a ses protections. Donc, nous faisons confiance dans son inconscient. Et l'inconscient est très bien fait. C'est-à-dire que l'inconscient va se dévoiler au fur et à mesure de la confiance qui s'installe, de la sécurité du cadre. Et à ce moment-là, eh bien, nous découvrons en tant qu'analystes au même rythme que le patient. Il n'y a pas de position de supra-savoir. Pas du tout. Je crois qu'en tant que psy, un psy a toujours ses défaillances aussi, bien sûr. Hem, il faut une humilité, de ne pas prétendre vouloir aider. Même si et oui, parce que même si on se sent la joie de vouloir aider, que c'est l'intention première, ça va peut-être être contradictoire ce que je vais dire, mais je vais essayer d'éclairer ça un peu. Hem Bien sûr, j'ai envie d'aider, sinon je crois que je ferais pas psy, quand même. Bon. Bien sûr, je suis curieuse aussi de l'existence humaine, sinon je serais pas psy non plus, hein, j'aurais décroché il y a longtemps. Donc ça m'intéresse, si vous voulez, hein, ça m'intéresse d'écouter l'autre, ça m'intéresse de voir son histoire et cetera. Bon. Mais je ne suis pas dans l'illusion ou dans la prétention, si vous voulez, que je vais l'aider. Je n'en sais rien.